Se détacher émotionnellement de quelqu'un ne commence jamais par oublier cette personne. C'est même l'une des grandes erreurs que l'on fait quand on souffre. On croit qu'il faudrait effacer un visage, une voix, une histoire, comme si le cœur était un disque dur que l'on pouvait vider d'un seul geste. Mais l'attachement ne fonctionne pas ainsi. Plus on essaye de chasser quelqu'un de son esprit, plus cette personne revient. Elle revient dans les silences, dans les habitudes, dans les détails ridicules du quotidien, dans une chanson, dans une notification que l'on espère encore recevoir, dans une phrase que l'on relit mentalement sans même s'en rendre compte. Le vrai détachement ne consiste pas à lutter contre le souvenir. Il consiste à reprendre doucement la place que cette personne occupait en soi. Quand une personne devient trop présente dans notre monde intérieur, ce n'est pas seulement parce qu'on l'aime, c'est souvent parce qu'elle est devenue une réponse à quelque chose de plus profond. Parfois, elle représente la sécurité. Parfois, la reconnaissance. Parfois, l'idée qu'enfin quelqu'un pourrait nous choisir, nous comprendre, réparer ce qui a été blessé avant elle. Et c'est là que l'attachement devient douloureux. On ne s'accroche plus seulement à une personne réelle, avec ses limites, ses absences, ses incohérences. On s'accroche à ce qu'elle symbolise. On s'accroche à la version de nous-mêmes que nous espérions devenir auprès d'elle. On s'accroche à une promesse intérieure, même quand la réalité nous montre que cette promesse n'est plus tenue. La première clé, c'est donc d'arrêter de confondre amour et dépendance émotionnelle. L'amour apaise, même lorsqu'il demande des efforts. La dépendance, elle, agite. Elle crée une tension permanente, une attente, une peur de perdre, une obsession du moindre signe. Quand on aime sainement, on peut penser à l'autre sans disparaître soi-même. Quand on dépend émotionnellement, l'autre devient le centre de gravité, son silence décide de notre humeur. Son attention nous redonne de la valeur. Son éloignement nous fait douter de tout. Et peu à peu, sans bruit, on cesse de vivre depuis soi. On vit suspendu à quelqu'un. Il faut avoir le courage de regarder cette réalité sans se juger. Parce que la dépendance émotionnelle n'est pas une honte. Elle est souvent le résultat d'un manque ancien, d'une peur ancienne, d'une blessure qui cherche une issue. Le problème, ce n'est pas d'avoir besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour. Le problème commence quand ce besoin devient si fort qu'il nous fait accepter moins que ce que nous méritons. Quand on se met à attendre une réponse pendant des heures en prétendant que ce n'est rien. Quand on excuse une froideur répétée en inventant des raisons à la place de l'autre. Quand on appelle cela patience alors qu'au fond c'est de la peur. Se détacher, au fond, c'est réapprendre à ne plus trahir sa propre paix pour conserver un lien. C'est comprendre que l'attachement devient dangereux lorsqu'il nous pousse à nous abandonner. Et cette prise de conscience est déjà un premier mouvement de libération. Pas une libération spectaculaire, pas une transformation immédiate, mais une petite lucidité nouvelle. Celle qui dit simplement ce que je ressens est réel, mais cela ne signifie pas que je dois continuer à me perdre dedans. La deuxième clé consiste à comprendre que l'on ne s'attache pas seulement à une personne, mais à un scénario intérieur que l'on répète sans en avoir conscience. Ce scénario, on ne l'a pas inventé du jour au lendemain. Il s'est construit lentement, souvent dès l'enfance, à travers des expériences où l'amour était incertain, conditionnel ou imprévisible. Alors, plus tard, sans le vouloir, on est attiré par des relations qui réveillent cette même sensation. Ce n'est pas parce qu'elles sont bonnes pour nous, mais parce qu'elles nous sont familières, et le cerveau préfère toujours ce qui est familier à ce qui est sain. Cela explique pourquoi certaines personnes restent attachées à quelqu'un qui ne leur apporte ni stabilité, ni clarté, ni respect constant. Au fond, ce n'est pas uniquement cette personne qui retient, c'est le mécanisme intérieur qui cherche à revivre, à réparer, à comprendre ce qui n'a jamais été complètement apaisé. On croit que si l'on s'accroche un peu plus, si l'on fait un peu plus d'efforts, si l'on devient assez bien, alors cette fois, l'histoire finira autrement. Mais ce genre d'histoire ne se transforme pas par l'intensité des efforts, elle se transforme par la conscience. Prendre du recul devient alors essentiel. Non pas pour analyser froidement chaque détail, mais pour observer avec honnêteté ce que cette relation produit réellement en soi. Est-ce que l'on se sent apaisé, en sécurité, libre d'être soi-même, ou bien est-ce que l'on vit dans une tension constante, dans l'attente, dans la peur de mal faire ou de ne pas être choisi? Cette simple question change beaucoup de choses parce qu'elle ramène à l'expérience vécue et non à l'idéal que l'on projette. Il y a aussi quelque chose de plus subtil qui maintient l'attachement, l'habitude émotionnelle. Le cerveau s'habitue à certaines intensités, aux montagnes russes, aux moments d'euphorie suivis de silence, aux signaux contradictoires. Et même si cela fait souffrir, cela devient une forme de normalité.
Quitter ce type de lien ne signifie pas seulement perdre une personne, cela signifie aussi quitter une stimulation à laquelle le corps et l'esprit se sont accoutumés. C'est pour cela que le détachement est inconfortable au début. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est nouveau. Apprendre à tolérer ce vide temporaire est une étape fondamentale. Ce vide n'est pas un échec. Ce n'est pas la preuve que l'on a perdu quelque chose d'irremplaçable. C'est un espace de réorganisation intérieure, un moment où les anciens repères disparaissent et où les nouveaux ne sont pas encore installés. Beaucoup de personnes retournent vers des relations qui les font souffrir simplement pour ne pas ressentir ce vide. Elles préfèrent une douleur connue à une incertitude calme. Pourtant, c'est précisément dans cet espace que quelque chose de plus stable peut émerger. Se détacher, dans cette perspective, ce n'est pas rompre brutalement avec une personne, c'est rompre progressivement avec un schéma. C'est cesser de nourrir des attentes qui ne sont jamais vraiment comblées. C'est arrêter de chercher des signes là où il n'y a que du silence. C'est retirer doucement son énergie de ce qui ne répond pas. Et au lieu de lutter contre l'attachement, il devient plus juste de déplacer son attention, non pas vers une autre personne immédiatement, mais vers soi, vers ses propres besoins, vers ce qui a été mis de côté pendant trop longtemps. Ce mouvement demande du temps, mais il est profondément libérateur, parce que, à mesure que l'on cesse de courir après une validation extérieure, on commence à retrouver une forme de stabilité intérieure. Une stabilité plus discrète, moins spectaculaire, mais beaucoup plus solide. Et c'est souvent là que commence le vrai détachement, pas dans un rejet, pas dans une coupure radicale, mais dans une diminution progressive de l'emprise que cette personne avait sur notre monde intérieur. La troisième clé, c'est de cesser de négocier avec ce que l'on sait déjà. Souvent, lorsque l'on est attaché émotionnellement à quelqu'un, une partie de nous voit très bien la situation. Elle voit les absences, les incohérences, les promesses floues, les gestes qui ne suivent pas les paroles. Mais une autre partie cherche encore une explication rassurante. On se dit que la personne traverse une période compliquée, qu'elle n'est pas très démonstrative, qu'elle a peur de ses émotions, qu'elle reviendra quand elle aura compris. Parfois c'est vrai, mais très souvent cette interprétation sert surtout à ne pas regarder la vérité en face. Le détachement devient possible quand on commence à croire davantage les faits que les espoirs. Un message envoyé avec chaleur puis 3 jours de silence, c'est un fait. Une présence intense puis une distance froide, c'est un fait. Une relation qui nous fait douter de notre valeur, c'est un fait. Bien sûr, les faits peuvent être douloureux, mais ils sont aussi protecteurs. Ils nous ramènent à ce qui est réel, alors que l'espoir, quand il devient excessif, peut nous enfermer très longtemps dans une histoire qui n'avance pas. Il ne s'agit pas de devenir dur, méfiant ou fermé, il s'agit simplement de retrouver une forme de lucidité affective. La lucidité ne tue pas l'amour. Elle tue l'illusion. Et parfois, ce n'est pas la personne que l'on a tant de mal à quitter, c'est l'illusion que l'on avait construite autour d'elle. L'illusion d'un potentiel, d'un avenir, d'une réparation, d'un amour qui finirait par devenir clair si l'on attendait encore un peu. Mais une relation ne peut pas vivre uniquement de potentiel. Elle a besoin de présence, de respect, de cohérence, de réciprocité. La quatrième clé, c'est de reprendre possession de son attention. L'attachement émotionnel fonctionne comme une captation mentale. On pense à l'autre au réveil, pendant la journée, avant de dormir. On imagine ce qu'il ressent, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il voulait dire. Et pendant ce temps, notre propre vie devient secondaire. Notre attention, qui est l'une des ressources les plus précieuses que nous ayons, se retrouve entièrement absorbée par quelqu'un qui parfois ne nous donne même pas une place claire dans la sienne. Reprendre son attention ne veut pas dire forcer son esprit à ne plus penser. Cela veut dire créer des gestes concrets pour ne plus alimenter l'obsession. Ne pas relire les anciens messages, ne pas surveiller les réseaux sociaux, ne pas chercher des indices dans chaque détail, ne pas demander à des amis d'interpréter une attitude. Chaque fois que l'on nourrit ce circuit, on renforce l'attachement. Chaque fois que l'on choisit de revenir à soi, même maladroitement, on affaiblit son emprise. Au début, cela peut sembler presque violent parce que l'esprit réclame sa dose d'information, de contact, de certitude, mais il faut comprendre que cette envie n'est pas toujours une preuve d'amour. Parfois, c'est une tentative de calmer l'anxiété. On cherche un signe non pas parce que l'autre nous manque seulement, mais parce que l'incertitude nous brûle. Alors on veut vérifier, comprendre, deviner, contrôler. Pourtant, plus on cherche à contrôler l'autre, plus on perd le contrôle de soi. C'est pour cela qu'il faut remplacer l'ancienne habitude par une nouvelle présence. Quand l'envie de regarder, d'écrire ou de vérifier apparaît, il ne suffit pas de dire non. Il faut offrir à son esprit une autre direction.
Marcher, respirer, écrire ce que l'on ressent, appeler quelqu'un qui nous ramène à la réalité, ranger un espace, travailler sur quelque chose de personnel, faire une activité qui redonne au corps une place. Le corps aide beaucoup dans le détachement, parce qu'il ramène au présent, et l'attachement douloureux, lui, vit souvent dans l'imaginaire, dans le souvenir ou dans l'anticipation. Peu à peu, ce déplacement de l'attention produit un changement profond. La personne ne disparaît pas d'un coup de l'esprit, mais elle cesse d'occuper toute la pièce intérieure, elle devient une pensée parmi d'autres, et non plus le centre autour duquel tout tourne. C'est un progrès immense, parce que se détacher, ce n'est pas ne plus rien ressentir, c'est retrouver la capacité de ressentir autre chose, de la paix, de la curiosité, de l'élan, de la dignité, de la disponibilité pour sa propre vie. La cinquième clé, c'est d'accepter que certaines réponses ne viendront jamais. C'est une étape difficile parce que l'esprit cherche naturellement à comprendre, à donner du sens, à fermer les histoires proprement. On voudrait une explication claire, une discussion honnête, un moment où tout serait posé, reconnu, compris, mais dans beaucoup de relations, cela n'arrive pas, non pas parce que l'on ne mérite pas une explication, mais parce que l'autre n'est pas capable de la donner ou ne souhaite pas le faire, et rester attaché dans l'attente de cette réponse, c'est prolonger une dépendance qui nous retient. Accepter l'absence de réponse, ce n'est pas renoncer à comprendre, c'est choisir de ne plus dépendre de l'autre pour aller mieux. C'est se dire que même sans conclusion parfaite, il est possible de continuer à avancer. Parce qu'au fond, ce qui bloque souvent le détachement, ce n'est pas seulement la personne, c'est la question laissée ouverte. Pourquoi cela s'est passé ainsi? Qu'est-ce que cela voulait dire? Est-ce que c'était réel? Ces questions peuvent tourner pendant des semaines, parfois des mois, et maintenir le lien vivant uniquement dans notre esprit. Il devient alors essentiel de créer ses propres réponses. Non pas des réponses idéales, mais des réponses suffisantes pour apaiser l'incertitude. Parfois, la réponse est simplement que la relation n'était pas équilibrée, parfois que les besoins n'étaient pas compatibles, parfois que l'autre n'était pas prêt ou pas disponible émotionnellement. Ces réponses ne sont pas toujours satisfaisantes pour l'ego, mais elles sont souvent plus justes que les scénarios que l'on invente pour préserver l'espoir. La sixième clé concerne la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Tant que l'on pense devoir mériter l'attention de quelqu'un, tant que l'on se sent obligé de prouver sa valeur pour être choisi, le détachement reste fragile. Parce que, au moindre signe, au moindre retour, on est prêt à tout recommencer, même si rien n'a réellement changé. On se dit que cette fois, peut-être ce sera différent, mais en réalité, ce qui n'a pas changé, c'est le regard que l'on porte sur soi. Se détacher demande de rétablir une forme de dignité intérieure. Non pas une rigidité ni une fermeture, mais une reconnaissance simple. Je mérite une relation où je ne me sens pas constamment en train de me battre pour exister. Je mérite une présence qui ne me fait pas douter de ma valeur. Cette idée peut sembler évidente en théorie, mais elle devient transformative lorsqu'elle est réellement ressentie. Parce qu'à partir de là, certaines choses deviennent impossibles à tolérer. Non pas par colère, mais par respect de soi. Ce respect de soi change profondément la manière dont on se positionne. On ne cherche plus à convaincre quelqu'un de rester, on observe, on écoute, on ressent, et si l'on voit que l'autre ne répond pas de manière claire, stable, engagée, on commence à se retirer intérieurement. Pas pour punir, pas pour manipuler, mais pour se protéger. Ce retrait intérieur est l'un des signes les plus forts du détachement en train de se construire. Il est discret, mais il transforme tout. La septième clé, enfin, c'est de redonner une direction à sa vie qui ne dépend plus de cette relation. Tant que toute l'énergie est tournée vers quelqu'un, il devient difficile de construire autre chose. Le détachement ne consiste pas seulement à enlever, il consiste aussi à recréer. Recréer des projets, des envies, des habitudes, des liens, des espaces où l'on existe indépendamment du regard de l'autre. Cela peut commencer très simplement par des choses concrètes, reprendre une activité laissée de côté, revoir certaines personnes, investir du temps dans un objectif personnel, redonner du mouvement à son quotidien. Ce mouvement est essentiel parce qu'il montre au cerveau qu'il y a autre chose que cette relation, que la vie ne se résume pas à une attente, à un manque, à une incertitude. Plus on réinvestit sa propre vie, plus l'attachement perd de sa force. Non pas parce qu'on l'a combattu directement, mais parce qu'on l'a progressivement remplacé par quelque chose de plus riche, de plus vivant, de plus aligné avec soi, et c'est souvent ainsi que le détachement se produit réellement. Pas comme une rupture brutale, mais comme un déplacement lent, un glissement. Un jour, on se rend compte que l'on n'a pas pensé à cette personne pendant plusieurs heures, puis une journée, puis deux, et même quand elle revient à l'esprit, ce n'est plus avec la même intensité.
Il reste parfois une trace, une émotion, une nostalgie, mais elle ne dirige plus notre monde intérieur. À ce moment-là, quelque chose de fondamental a changé. On n'est plus attaché de la même manière, on n'est plus dépendant, on est redevenu disponible pour soi-même. Et cette disponibilité, c'est peut-être la forme la plus profonde de liberté émotionnelle. Il existe un moment très particulier dans ce processus de détachement, un moment que beaucoup de personnes interprètent mal. C'est celui où l'émotion ne disparaît pas complètement, mais cesse de diriger les comportements. On peut encore penser à cette personne, ressentir quelque chose en entendant son nom, se rappeler certains moments avec une forme de douceur ou même de tristesse, mais sans cette impulsion immédiate de revenir vers elle, de vérifier, de relancer, de se rendre disponible à nouveau. Et ce moment est essentiel parce qu'il marque un passage. On ne cherche plus à supprimer le lien, on apprend simplement à ne plus lui obéir. C'est ici que beaucoup font une erreur subtile. Ils croient donc que le détachement est incomplet parce qu'il reste des émotions. Alors ils se jugent, ils pensent qu'ils n'ont pas vraiment avancé, qu'ils sont encore accrochés. En réalité, ressentir encore quelque chose ne signifie pas être prisonnier, cela signifie simplement que l'histoire a existé. Le détachement ne consiste pas à devenir indifférent comme si rien n'avait compté. Il consiste à retrouver la liberté de choisir, même en présence de l'émotion. Cette liberté s'observe dans des détails très simples. Ne pas répondre immédiatement, ne pas interpréter chaque silence, ne pas réorganiser toute sa journée en fonction d'une possibilité de contact, ne plus chercher à être validé par un signe extérieur. Ce sont des gestes discrets, mais ils changent profondément la structure intérieure. Parce qu'à chaque fois que l'on ne cède pas à l'automatisme, on renforce une autre manière d'être en relation avec soi. Il y a aussi une autre dimension qui mérite d'être comprise, le rôle du temps. On sous-estime souvent à quel point le temps agit, non pas comme une solution magique, mais comme un allié du processus. Lorsque l'on cesse d'alimenter un attachement, même sans faire de grands efforts, le cerveau commence progressivement à réduire l'intensité des connexions associées à cette personne. Ce n'est pas immédiat, mais c'est réel. Les souvenirs deviennent moins envahissants, les émotions moins intenses, les pensées moins fréquentes. Ce phénomène est naturel, mais il suppose une condition, ne pas réactiver constamment le lien. Réactiver le lien peut prendre des formes très subtiles. Regarder une ancienne photo, relire une conversation, revisiter mentalement un moment précis, imaginer ce que l'autre pourrait faire ou penser. Chacun de ces gestes, même silencieux, ravive le circuit émotionnel. Ce n'est pas grave en soi, mais lorsqu'ils deviennent fréquents, ils empêchent le processus de se faire. C'est un peu comme une cicatrice que l'on toucherait sans cesse. Elle ne peut pas se refermer complètement. Apprendre à laisser le temps faire son travail, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est faire confiance à un processus plus lent mais plus stable, et dans ce temps, quelque chose d'autre se construit. Une relation différente avec soi-même, plus calme, plus solide, moins dépendante des variations extérieures. On commence à se rendre compte que l'on peut traverser une absence sans se perdre, que l'on peut ressentir un manque sans s'y dissoudre, que l'on peut aimer sans s'abandonner. Cette transformation intérieure a un effet inattendu. Elle change aussi la manière dont on perçoit l'autre. La personne qui semblait unique, irremplaçable, presque indispensable, retrouve peu à peu une dimension plus réelle, avec ses qualités, mais aussi avec ses limites, ses incohérences, ses absences. On cesse de la voir à travers le filtre du manque et on commence à la voir telle qu'elle est, et souvent cette vision plus juste facilite encore davantage le détachement. Il devient alors possible de reconnaître que certaines relations ne sont pas faites pour durer, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondaient pas à ce dont on a besoin pour se construire de manière stable. Cette reconnaissance n'est pas une condamnation ni un rejet. C'est une forme de maturité émotionnelle. Elle permet de garder ce qui a été beau sans rester attaché à ce qui fait souffrir. Et dans ce mouvement, quelque chose de plus profond apparaît, une capacité nouvelle à être en relation sans se perdre, à s'attacher sans s'effacer, à aimer sans dépendre. Ce n'est pas un état parfait ni définitif, mais c'est une direction, une manière différente d'habiter ces liens, plus consciente, plus libre, plus respectueuse de soi. Et c'est souvent à partir de là que les relations futures deviennent réellement différentes. Ce qui apparaît à la fin de ce chemin n'est pas une victoire spectaculaire, ni une transformation visible de l'extérieur. C'est quelque chose de beaucoup plus discret, mais infiniment plus solide, une forme de stabilité intérieure qui ne dépend plus du comportement de quelqu'un d'autre.
une capacité à rester en lien avec soi-même, même lorsque l'autre est absent, même lorsque l'histoire n'a pas eu la fin espérée, et cette stabilité change tout parce qu'elle devient un point d'ancrage. On commence à comprendre que le véritable apaisement ne vient pas du retour de quelqu'un, ni d'une explication parfaite, ni d'une réconciliation tardive. Il vient du fait de ne plus être suspendu à une attente. Il vient du moment où l'on cesse de remettre son équilibre entre les mains de quelqu'un qui n'a peut-être jamais eu l'intention ou la capacité de le préserver. Et cette compréhension, une fois intégrée, devient une forme de protection douce. Elle ne ferme pas le cœur, elle le rend simplement plus lucide. Il reste parfois une trace, bien sûr, une émotion qui surgit sans prévenir, un souvenir qui traverse l'esprit, une sensation de manque à certains moments inattendus, mais ces traces ne dirigent plus rien, elles passent, comme passent toutes les émotions lorsque l'on ne s'y accroche plus. Et ce passage, autrefois impossible, devient naturel. On ne lutte plus contre ce que l'on ressent, mais on ne s'y soumet plus non plus. Ce qui se transforme profondément, c'est le regard que l'on porte sur soi. On découvre que l'on peut traverser une attache forte sans se perdre définitivement, que l'on peut aimer sans s'effondrer, que l'on peut être touché sans devenir dépendant. Cette découverte redonne de la confiance, non pas une confiance fragile basée sur le regard des autres, mais une confiance plus calme, plus intérieure qui repose sur l'expérience vécue. Et à partir de là, quelque chose devient clair. Les relations ne sont plus un lieu où l'on cherche à être sauvé, réparé ou validé. Elles deviennent un espace de rencontre. Un espace où deux personnes existent, chacune avec sa solidité, chacune avec sa liberté. On n'attend plus de l'autre qu'il comble un vide. On partage, on construit, on ajuste. Et si cela ne fonctionne pas, on sait que l'on peut partir sans se détruire. C'est sans doute la transformation la plus importante. Comprendre que partir ne signifie pas échouer, que se détacher ne signifie pas ne plus aimer, que dire non à une relation qui ne nous respecte pas, c'est en réalité dire oui à quelque chose de plus juste pour soi. Cette inversion du regard change profondément la manière dont on vit ses liens. On ne subit plus, on choisit. Et ce choix, au fil du temps, devient de plus en plus naturel. On repère plus vite ce qui ne convient pas. On ose poser des limites plus tôt. On écoute davantage ses ressentis au lieu de les ignorer. Et surtout, on ne confond plus intensité et qualité. Ce qui est calme n'est pas vide. Ce qui est simple n'est pas pauvre. Au contraire, c'est souvent là que se trouvent donc les relations les plus stables, les plus nourrissantes, les plus vraies. Finalement, se détacher émotionnellement de quelqu'un, ce n'est pas tourner le dos à une histoire, c'est se retourner vers soi, c'est reprendre sa place, retrouver son axe, redonner du sens à sa propre vie indépendamment de celle de l'autre. Et lorsque ce mouvement est vraiment engagé, il n'y a plus besoin de lutter. Le détachement se fait presque de lui-même, comme quelque chose qui devient évident. Il reste alors une chose simple mais essentielle, continuer à vivre, continuer à investir son énergie là où elle a du sens, continuer à créer des liens qui respectent ce que l'on est devenu, et garder en soi cette mémoire discrète, celle d'avoir été capable de se relever, de comprendre et de ne plus se trahir pour rester attaché à ce qui ne nous faisait plus grandir. Il y a une dernière chose qui mérite d'être posée clairement, parce qu'elle fait souvent la différence entre un détachement fragile et un détachement réel, c'est la capacité à ne plus idéaliser le passé. Tant que l'on continue à reconstruire mentalement les bons moments en oubliant tout le reste, l'attachement garde une porte ouverte. On sélectionne ce qui fait du bien, on amplifie ce qui manque et on minimise ce qui faisait souffrir. Ce filtre émotionnel est naturel, mais il entretient une vision incomplète de la relation. Retrouver une vision équilibrée demande un effort de sincérité. Se rappeler aussi des moments de doute, des silences pesants, des incohérences, des situations où l'on ne se sentait pas à sa place, non pas pour nourrir de la colère, mais pour rester en contact avec la réalité entière. Parce que ce n'est pas l'amour qui fait souffrir dans ces histoires, c'est le déséquilibre, et reconnaître ce déséquilibre permet de ne plus confondre manque et compatibilité. Avec le temps, quelque chose d'encore plus profond se met en place. Une forme de confiance dans le processus de la vie. Non pas une idée naïve que tout arrive pour une raison précise, mais une compréhension plus simple. Certaines rencontres nous construisent, même si elles ne restent pas. Elles révèlent des parts de nous, elles nous confrontent à nos besoins, elles mettent en lumière ce que nous acceptons et ce que nous ne voulons plus accepter. Et même si elles laissent une trace, cette trace peut devenir une ressource plutôt qu'une blessure ouverte. À partir de là, le regard change aussi sur l'avenir. On ne cherche plus quelqu'un pour combler un vide urgent. On devient plus attentif à la qualité de la présence, à la cohérence, à la manière dont on se sent au contact de l'autre,
Il n'y a plus cette précipitation, cette peur de perdre, cette nécessité d'être rassuré en permanence. Il y a davantage d'écoute, davantage de discernement, davantage de calme, et ce calme devient un repère. Ce repère est précieux parce qu'il évite de retomber dans les mêmes schémas. Il ne garantit pas des relations parfaites, mais il permet de s'ajuster plus rapidement, de reconnaître les signaux faibles, de ne pas ignorer ce qui dérange au début, de ne pas s'adapter à tout pour préserver un lien, et surtout de ne plus sacrifier son équilibre intérieur pour maintenir une relation qui ne le respecte pas.